Et donc je commence la lecture. Donc chapitre 8, à la découverte d'une terre nouvelle et étrangement familière, le chemin de l'analyse. À l'image de l'abondante et riche diversité de la vie, les voies d'expression, d'évolution et de déploiement de notre être sont multiples. Les arts et la création, la foi, l'engagement au service d'une cause, la réponse à une vocation, l'exercice d'un métier, le goût des autres, des voyages, de la découverte, d'un art de vivre, etc., constituent autant de chemins possibles d'épanouissement ou d'accomplissement. Ces voies de réalisation s'enracinent dans notre individualité même et s'en nourrissent, en même temps qu'elles appellent à un dépassement de l'ego logé en chacun de nous. À l'inverse, le nombrilisme et l'égotisme font de nous des narcisses, captés par leur image, leur avidité, leur frustration et leurs tourments. Nous devenons alors, selon l'expression de Roustan, des champions de la plainte, coupés de notre réalité profonde, des autres et de ce qui nous entoure. Dans ces conditions, nous ne vivons pas, mais nous ne faisons que survivre. Rejoindre le vivant, s'acheminer vers le déploiement de l'être et de l'humanité qui nous constitue, passe par un ancrage en soi, ainsi que par une transformation et un dépassement de nos entraves et de nos étroitesses. La psychanalyse figure elle aussi parmi ces diverses voies possibles d'évolution et d'épanouissement. Elle offre l'opportunité de découvrir puis d'expérimenter la part à soi et la liberté d'être soi. Son objet est en effet de rendre sa liberté à la vie, du désir et au désir de la vie. Toutefois, s'acheminer dans cette voie requiert de se confronter à l'inconnu, au changement, de tendre une écoute de plus en plus affinée sur ce qui nous meut, nous entrave, de porter un regard plus clairvoyant sur ce que nous agissons, de nous défaire de nos automatismes, de renoncer à nos attentes incomblables ou illégitimes, de nous relier avec la réalité. Cela implique de prendre sur soi, d'oser dépasser peur et résistance, ainsi que d'être plus vrai envers soi-même. Tout ceci représente un véritable engagement de notre personne et nécessite temps et mûrissement avant de s'y aventurer. Le changement, j'y vais pas, vers le désir d'exister. L'engagement en psychanalyse et le franchissement de nouvelles étapes dans la cure psychanalytique éveillent très souvent des hésitations. Après le temps de l'inventaire des souffrances, de l'exposé des plaintes et pour certains de la récurrence des reproches envers les autres, de qui tout proviendrait ou tout dépendrait, il arrive le constat que cela ne suffit pas pour transformer les souffrances et parvenir à un fonctionnement plus satisfaisant. Renoncer à la plainte. S'impose peu à peu l'évidence de la nécessaire implication de notre personne propre et d'une conversation intérieure pour opérer un véritable changement. La part à soi se trouve directement interpellée et c'est elle qui soulève le plus de résistance. Tout analysant s'y trouve confronté à un moment ou à un autre de son analyse. Comme nous l'avons vu, cet atermoiement repose notamment sur le cramponnement à une revendication chère et tenace et en écho sur son renoncement. Pour Armand, par exemple, il s'agissait de reconnaître, puis de dépasser son exigence de réparation de l'injustice subie, ainsi que sa volonté de représailles envers la figure maternelle haïssable. Pour Raffaella, y aller signifiait envisager le deuil, jusqu'alors refusé, de son enfance révolue, de ses envies vengeresses et de sa volonté de satisfaction immédiate.
Conjointement, ces prises de conscience représentent elles aussi des freins à surmonter. Identifier et reconnaître les satisfactions secrètement recherchées et notre implication, active ou passive, dans la réitération de nos souffrances, nous renvoie à des parts perçues comme négatives, dont jusqu'alors nous ne voulions pas entendre parler. Ces parts qui nous appartiennent étaient jusque-là attribuées à l'autre ou mises à distance de notre conscience. Les réintégrer réveille un sentiment de culpabilité et parfois de honte. Il est important que ces sentiments, avec lesquels il est toujours facile de s'accommoder, ne conduisent pas à un arrêt sur image, mais puissent être accueillis. C'est une condition essentielle à leur assimilation, à l'intégration de nos parts déplaisantes et de cette manière à une transformation de ce qui dysfonctionne en soi. Raphaëlla s'est ainsi confrontée à cet écueil. Après un long temps d'évitement, elle a peu à peu repéré ses parts actrices et sa volonté de punir ses parents. Cette prise de conscience a alors ravivé culpabilité et honte, ainsi que le risque d'un enlisement dans les auto-reproches. Raphaëlla est néanmoins parvenue à surmonter ce cap, en accueillant de façon plus humble ses sentiments coupables, et en allant au-delà de la consternation et de l'affolement qu'ils avaient tout d'abord produit en elle. Cette étape est essentielle pour accéder aux suivantes: l'intégration et la transformation de ses propres parts, ainsi que la restauration du sentiment d'estime de soi. Par ailleurs, la réticence à se lancer fait souvent écho à une peur de l'inconnu et à une angoisse de perte. Ainsi, Paul évoque-t-il sa crainte du changement. « J'ai peur de perdre prise et de perdre ceux à qui je suis attaché. C'est, je crois, une angoisse d'abandon qui revient, comme lorsque ma mère m'oubliait dans les allées des supermarchés. » Alors je vous remonte le livre qu'on est en train de lire, donc c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Voilà, donc vous l'avez dans mon lien en bio. Alors je regarde vos commentaires et je reprends la lecture. Coucou Rafara, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je continue la lecture. Coucou Marie, coucou The Scorpion. Ok, allez, on continue. N'hésitez pas à remettre les commentaires si jamais vous avez des questions que j'ai pas lues. N'hésitez pas. Alors, on en est là, peur et résistance. La peur concerne également la rencontre avec son propre inconscient et les sentiments secrètement enfouis. Dans ce sens, les manifestations de l'inconscient, telles les rêves, les lapsus ou les actes manqués, ont longtemps été ressenties par Iris comme persécutives. De même, la remontée de toute forme d'agressivité, fortement muselée, était vue comme dangereuse et à éradiquer. Ces éruptions dans le champ de la conscience produisaient en elle des sensations d'envahissement et d'agression. Iris comparait alors son inconscient a une entité extérieure à elle, sorte d'esprit malin qui tente de lui jouer des tours. De son côté, Raphaëlla a longtemps résisté à toute forme d'écoute du langage de ses rêves. Les prenant au pied de la lettre, elle ne percevait en eux rien de bon ni de vrai, et les condamnait à un rejet sans appel. Chez Raphaëlla, rôdait aussi la représentation d'un esprit mauvais, fauteur de troubles, tel un oiseau de mauvais augure. Face aux peurs et aux résistances que l'écoute de notre monde intérieur suscite et au remaniement psychique que cela suppose, certains décident de ne pas y aller. Catherine et Patrick ont saisi que la résolution de leur conflit ne relevait pas d'une intervention extérieure, seule et unique,
du thérapeute, mais nécessiter une implication intérieure de chacun. Catherine dit combien cela la déroute. Après un temps de réflexion, elle m'informe de leur décision commune de ne pas poursuivre, car, précise-t-elle, ça remue trop de choses en nous. C'est la liberté de Catherine et de Patrick de ne pas s'engager dans la voie d'une introspection. En outre, comme je le soulignais plus haut, d'autres chemins d'évolution existent. Écouter la voix de son désir est essentiel. Oser l'aventure psychanalytique, comme toute aventure, suppose d'aller à la rencontre de la nouveauté, de l'imprévu et des péripéties. S'y lancer sans en nourrir un véritable désir revient à nous priver des moyens et de notre liberté de mener à bien cette entreprise. Malgré des résistances très fortes, d'autres décident de persévérer dans la voie d'un changement, poussés par la détermination de sortir des ornières qui les enferment dans des impasses. L'aspiration profonde à se sentir plus libre et plus vivant, à ne plus subir mais à incarner sa vie, anime et guide la personne. En d'autres mots, c'est le désir d'exister qui domine et qui l'emporte. Choisir de vivre. Au cœur de ces atermoiements, Raffaella prend conscience que s'enfermer dans la bouderie, le mutisme, censurer ses pensées déplaisantes et ses rêves revient à ne pas jouer les règles du jeu psychanalytique. Elle saisit peu à peu que ce qu'elle met en acte dans son analyse n'est rien d'autre qu'une reproduction de la façon dont elle agit plus généralement dans sa vie. Dans la suite de ces constats, Raffaella réalise que se positionner ainsi, c'est comme faire un gros caprice et se priver de ses facultés et de sa liberté. Elle se pénètre dans une réalité profonde et pendant longtemps délaissée, celle de détenir le pouvoir et la liberté de transformer son rapport à elle-même, aux autres et à la vie. La question du « j'y vais pas » prend alors toute sa dimension. Raffaella soupèse les enjeux. Le « j'y vais pas », c'est ce monde que je me suis fabriqué et dans lequel je me camoufle. Mais je m'y sens mal. C'est un monde sombre et sans vie. Le j'y vais, c'est un univers bien plus vivant et lumineux, vers lequel j'ai vraiment envie d'aller. Mais c'est aussi quelque chose d'entièrement nouveau pour moi, et je ne me sens pas rassurée. Raffaella a finalement opté pour le vivant et a privilégié son désir d'exister. Le chemin n'est pas pour autant tout tracé. Il comprend des sinuosités, des montées et des descentes, des passages dégagés et encombrés, des paysages savoureux et réjouissants, mais parfois aussi déplaisants et arides. Bref, la route de Raffaella se poursuit d'un bon pas et n'exclut pas cependant la rencontre d'obstacles, de réticences ou d'appréhensions. Les côtoyer s'avère nécessaire. C'est un moyen de les revisiter et d'y trouver des issues différentes et inédites. Du côté de l'analyste, le désir d'exister constitue ainsi un puissant levier, moteur du changement. Un autre facteur essentiel se trouve du côté du psychanalyste, car n'oublions pas que cette aventure se vit et se partage ensemble. Cela tient d'une part à sa fiabilité et d'autre part à sa foi dans les capacités de sa patiente à accéder à sa liberté d'être. Fiabilité et foi du thérapeute édifient et consolident un lien de confiance indispensable à un tel cheminement. L'analysant doit pouvoir faire confiance à la valeur de son thérapon, sur lequel il va prendre appui pour aller au combat. Réciproquement, le ou la psychanalyste doit croire en la valeur de sa patiente, sur laquelle il pourra lui aussi prendre appui pour surmonter les temps de disette et de découragement. Cela suppose de la part du psychanalyste
de ne pas se faire dupe de ce qui se trame dans les coulisses de chacun, tout en restant en alliance avec celui ou celle qui l'accompagne. Soutenir son désir d'exister et s'acheminer dans cette voie conduit à la découverte d'un monde à la fois étranger parce que nouveau et familier car en contact avec notre être profond. Alors, je fais une petite pause, je vous montre le livre qu'on est en train de découvrir. Donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent. De rien, Daisy, avec plaisir. Et vous pouvez retrouver tous les replays des lectures sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est Madame Succès. Comme sur TikTok. Voilà. Vous avez tous les replays des lectures. Donc on en est là. Alors je regarde juste jusqu'où on va lire. Est-ce qu'on va pouvoir lire le chapitre en entier? Oui. Donc ce soir on lit le chapitre 8 en entier. Et il restera un chapitre et on aura fini le livre. Le sentiment d'étrangeté. Au cours de ses investigations sur l'inconscient, Freud a développé la notion d'inquiétante étrangeté, dont il dit « ce n'est en réalité rien de nouveau ou d'étranger, mais quelque chose qui est pour la vie psychique familier de tout temps, et qui ne lui est devenu étranger que par le processus du refoulement. » Renouer avec ses émotions. Au fil de son évolution personnelle, l'analysant se dirige en quelque sorte vers une destination nouvelle. La personne part à la découverte de soi et de sa relation aux autres et s'achemine dans une recherche et une expérience tout d'abord ressentie comme insolites. Elle se trouve ainsi reliée avec un sentiment d'étrangeté. Cette perception est par exemple partagée par des patients qui reprennent contact avec le monde de leurs émotions profondément refoulées depuis l'enfance. Généralement, se manifeste tout d'abord le sentiment marqué d'une absence d'émotion. La personne dit ne rien ressentir ou parle d'une sensation de vide, puis dans un second temps, elle en suppose l'existence, mais ressent fortement une incapacité à les identifier. Elle se perçoit alors coupée de ses émotions et dépourvue des moyens de s'en saisir. Grâce à l'écoute de ces sensations et des images intérieures qui en émanent, l'analysant peut retrouver le chemin de ses émotions. Mais renouer avec elles représente une démarche inhabituelle et étrange qui suscite le trouble et des appréhensions. C'est par exemple la crainte d'être débordé par leur surgissement, la peur de s'y perdre ou bien encore la sensation de pénétrer dans un monde inconnu et effrayant. Par ailleurs, les prises de conscience, les découvertes, la mise en contact avec des sphères intérieures abandonnées, la perception différente de la réalité, etc., constituent autant de facteurs de transformation de notre personne. Les métamorphoses qui s'opèrent peuvent également produire un sentiment d'inquiétante étrangeté. Abandonner ses anciens automatismes. Au fil de ses avancées, Raphaëla repère la survenue de changements en elle. Elle se surprend à être plus spontanée et authentique. Elle découvre ainsi une part nouvelle d'elle-même, ressentie comme étrangère. Ses paroles, ses réactions la déconcertent par leurs aspects inhabituels et la sensation d'un décalage par rapport à ses anciens automatismes. Je m'étonne moi-même par certains de mes comportements. Ça me fait quelque chose de bizarre. Par moments, je me sens vraiment naturelle et puis subitement, c'est comme si je me voyais faire. Et je m'entends faire. Qui c'est celle-là ? Alors ça me fait peur et j'ai la tentation de repartir dans mes vieux fonctionnements.
Là, je suis en terrain connu et j'ai l'impression de contrôler les choses. Toutefois, Raffaella est désormais consciente que ces vieux fonctionnements aliènent sa vraie liberté d'être et que l'impression de contrôler n'est qu'illusion. Elle ne lâche pas son désir d'exister et persévère. L'impression d'étrangeté persiste, mais les peurs cèdent la place à un sentiment de trouble moins inquiétant. Je vis bien plus naturellement ce qui se présente. Je fais des choses que je ne faisais pas avant. Cela me procure un vrai bien-être. Je me sens bien et à la fois tout cela me paraît encore étrange. Je me dis, c'est moi qui fais ça, qui dis ça, qui réagit comme ça. Ça ne m'angoisse plus, mais ça me trouble. La découverte des parties et des capacités méconnues de soi ouvre en effet sur un temps de déstabilisation. Par la fuite de nos anciens repères, le délitement de nos automatismes, l'abordage d'une terre nouvelle. Tout ce qui est nouveau ou étranger à nos fonctionnements habituels éveille méfiance et peur. Mais le cap de l'inconnu franchi, l'inquiétude cède du terrain. L'étonnement se manifeste sous d'autres visages. Nous ne sommes pas dévastés par nos émotions, mais plus en paix, ou comme Raffaella, nous nous surprenons par nos hardiesses et nos nouveautés. Une satisfaction profonde grandit et une familiarité s'établit. L'exploration de notre monde intérieur nous réserve ainsi bien des surprises. De l'effarement premier, nous passons à l'ébahissement, puis à l'étonnement curieux pour découvrir avec bonheur de l'émerveillement. Une autre surprise nous attend. Notre entrée dans l'aventure s'accompagne d'un sentiment marqué de poser pied en terrain inconnu et étranger, voire hostile. Mais au fil de nos avancées, nous remarquons que l'inconnu tant redouté fait résonance avec notre intimité profonde. Nous nous découvrons alors en train de cheminer à la rencontre d'une terre étrangement familière. Cette marche intérieure s'apparente en effet à un retour aux sources, et plus justement à la source de notre être. Pénétrer notre personne dans sa profondeur et dans son entièreté permet de se reconnecter avec des parties de soi ignorées ou désertées. Par cette mise en relation, nous réinsufflons de la vie et du mouvement là où régnait l'ombre, le dessèchement, la paralysie ou l'engourdissement. Alors, je vous remonte le livre. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Voilà, merci Aura Farah. Alors, donc avant de continuer sur le langage du corps, pour reprendre un peu ce qu'on a lu, donc n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. Hop. Ok. Alors, donc là, dans ce qu'on a lu, donc vous voyez, on a démarré le chapitre 8 à la découverte d'une terre nouvelle et étrangement familière, le chemin de l'analyse. Donc, ce qu'elle nous explique ici, c'est qu'en fait, on a deux choix. Soit on reste dans une forme de plainte constante. En fait, là, on est sur les dépendances affectives. Donc, on est sur ce domaine-là, c'est-à-dire, on l'a vu, parce que en fait, les dépendances affectives, ça se traduit par des comportements qui vont de la fusion à l'autre à la peur complète d'être en relation. Mais là, en tout cas, au niveau de ce sujet-là, hop, attendez. Hop, voilà.
En fait, elle nous explique que, en tout cas sur cette partie-là, mais ça rejoint tout ce qu'on peut voir dans l'analyse qu'on peut se faire intérieure, c'est que on a deux choix. Soit on reste dans, elle dit, du nombrilisme et de l'égotisme, c'est-à-dire soit on est tourné uniquement vers soi, c'est-à-dire dans la plainte, dans le fait de se dire c'est toujours de la faute des autres. Si je suis dans cette situation, c'est parce que j'ai vécu ça, c'est parce qu'on m'a fait ci, c'est parce qu'on m'a fait ça. Si on reste dans le fait de continuer à produire certains schémas, à ne pas vouloir ressentir nos émotions, à ne pas vouloir être connecté à soi, on risque de s'éteindre totalement, en fait, d'être complètement déconnecté de nous-mêmes. On a cette possibilité, et sinon on a la possibilité d'apprendre à se reconnecter à soi, d'apprendre à se connaître, à lire nos émotions, à s'épanouir et à vraiment à se connecter intérieurement. Et ce changement-là, c'est-à-dire en fait qui peut passer par une psychanalyse, c'est ce qu'elle explique. En fait, elle explique qu'il y a plusieurs voies d'évolution et d'épanouissement personnel, mais finalement la psychanalyse, ça va en fait vous aider dans le sens où vous allez avoir la personne qui psychanalyse, c'est-à-dire le psychanalyste qui va vous accompagner dans le fait de vous re-questionner et va vous servir de support en fait pour aller vous reconnecter à vous-même, vous re-questionner, essayer de découvrir intérieurement qui vous êtes vraiment en dehors de toutes vos peurs et des masques que vous portez parce que vous aviez dû par exemple, utiliser certains comportements pendant votre enfance pour éviter certaines choses, etc. Et tous ces comportements-là de protection, ça a fait que vous vous êtes éloigné de vous-même. Vous vous êtes éloigné de votre véritable identité, de vos émotions, vous avez dû couper avec vos ressentis, etc. Et du coup, la psychanalyse, en tout cas c'est ce qu'elle explique, ça permet de vraiment couper avec ces masques que l'on utilise par peur et de se reconnecter à soi. Mais évidemment, ça fait peur parce que c'est des schémas et c'est un mode de fonctionnement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Il faut se re-questionner sur des pensées que l'on a. Il faut se connecter à ses émotions, c'est-à-dire à la peur, à la joie, à l'inquiétude, à plein d'émotions différentes et à des émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et surtout, derrière, enclencher des actions. C'est-à-dire, là, ok, je ressens cette émotion, mais du coup, derrière, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette émotion qui vient et qui est un indicateur. Et donc, elle explique que malgré tout, on a du mal à faire des psychanalyses, ou on a du mal à faire un travail intérieur sur soi, parce qu'on entre dans un monde inconnu, on entre dans notre nous intérieur, dans notre nous véritable, on se connecte à notre nous véritable, et forcément, comme on n'a pas l'habitude de le faire, puisque là, par exemple, sur les dépendances affectives, c'est souvent dû à des traumatismes, à des situations traumatiques que l'on a vécues avec nos parents, avec notre cercle, etc. On s'est forgé une identité qui n'était pas la nôtre. Voilà. Et donc là, c'est vraiment comment se transformer intérieurement, comment se reconnecter à soi. Et donc, elle explique que on a des peurs, on a des résistances parce que c'est l'inconnu, parce que le changement, ça fait peur, parce que on a peur de perdre pied, parce que on avait habituellement un comportement vraiment sous contrôle et que du coup, là, il faut lâcher prise. Donc, c'est pas évident. Et c'est aussi se reconnecter à des émotions qui sont parfois assez fortes au début, puisqu'on a encaissé beaucoup de choses pendant beaucoup de temps. Donc, ça peut être de la tristesse, de la colère, une forme d'agressivité qu'on a enfouie en nous. Et tout ça, c'est nouveau. En fait, c'est nouveau de ressentir toutes ces choses-là parce que soit on ne nous l'a pas appris, soit on a dû les mettre de côté.
Et finalement, en fait, donc elle le dit, choisir de vivre. C'est-à-dire que là, l'idée, en fait, de prendre ce chemin-là de reconnexion, c'est faire le choix de vivre avec d'être connecté à notre vraie personne, d'être connecté avec nos émotions, de répondre à nos besoins, d'oser faire des choses que l'on n'avait pas l'habitude de faire pour nous-mêmes, d'aller dans des relations qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'aller, de se choisir différemment. Voilà, et tout ça, ça demande du courage parce que c'est l'inconnu, mais c'est aussi la voie de la liberté puisque du coup, on vient en fait sortir toute cette carapace que l'on avait pour ensuite aller vers vraiment le fait de prendre soin de soi, quoi, et surtout de se reconnecter. Voilà. Alors j'ai parlé, c'était un peu long, j'ai essayé d'être... Bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez compléter. Voilà, et donc elle parle de l'exploration de notre monde intérieur qui nous réserve des surprises, mais ça n'est pas inconnu puisque c'est notre nous véritable. Et malgré tout, même si on a enfoui beaucoup de choses, beaucoup de nos besoins, qu'on a enfoui nos émotions, qu'on a enfoui notre désir de vivre même parfois, eh bien c'est encore là. C'est là et on l'a en nous. Voilà. Et tout ça, on peut aller chercher toute cette vitalité, toute cette... on peut aller chercher ce choix de vivre pour nous-mêmes parce que en fait, ça fait partie d'un cheminement où on va vers plus d'estime de soi, de développement de notre confiance en soi, vers plus d'amour, de reconnexion, et ça favorise même l'amélioration de nos relations avec les autres. Voilà. Alors, donc je vais continuer. Là, on en est au langage du corps. Alors, l'une des voies principales pour reprendre contact avec notre être se rapporte au corps et à ses communications en deçà du langage. Corps et psyché sont indissociables. L'un est support de l'autre. Roustan ou Anzieux le souligne. Il n'y a rien dans l'esprit qui ne soit d'abord passé par les sens. Ainsi, prêter l'oreille au langage du corps produit du sens. Donc là, on va le voir, mais souvent vous avez peut-être entendu des phrases comme qu'est-ce que ton corps te dit ? Est-ce que tu as mal au ventre ? Est-ce que tu ressens ton cœur bat plus fort ? Est-ce que tu as des frissons ? Est-ce que tu sens comme une force, comme une joie qui entre en toi ? Voilà, c'est des choses comme ça. Donc on va le voir, en fait, le corps, c'est vraiment... en fait, le corps, c'est notre enveloppe, évidemment, mais il est vraiment... En fait, le corps est complètement connecté avec notre cerveau, avec nos émotions, et on le verra sûrement sur cette lecture. Mais grâce au corps, on peut se rendre compte de toutes nos émotions, et surtout de nos émotions refoulées, parce qu'on peut le voir même, par exemple, au niveau des maladies que l'on peut avoir, liées par exemple au stress, psoriasis, etc., eczéma par exemple, l'asthme, on a beaucoup de... Le corps réagit en fait, on a beaucoup de réactions au niveau du corps, et je pense que tout ça on va le voir là, donc voilà, donc on en est là, à l'écoute du corps parlant. Faire une psychanalyse, c'est notamment se mettre à l'écoute de notre psyché. Mais le défaut de matérialité de celle-ci ne permet pas de l'aborder directement. Parallèlement, nos mécanismes défensifs brouillent les pistes. Tout comme certaines empreintes inscrites dans les profondeurs de notre inconscient restent inaccessibles par la voie directe de la pensée et des mots. En effet, ces empreintes ne relèvent pas du registre des souvenirs, mais correspondent à des traces provenant d'expériences ou d'héritages se situant bien avant le déploiement de la pensée personnelle et antérieures à l'acquisition du langage.
Les voies d'accès passent donc par des chemins de traverse. Les rêves, les actes manqués, la libre association d'idées en font partie. Donc la libre association d'idées consiste pour le patient à dire spontanément ce qui passe à son esprit et constitue un enchaînement d'idées, l'un en amenant une autre et ainsi de suite, qui se déroule au fil de la séance. Un autre champ d'investigation particulièrement riche concerne le monde des sensations, des émotions, des sentiments et l'écoute du corps dans son ensemble. Le corps est en effet central. C'est lui qui abrite notre psyché. Comme Roustan l'écrit, elle ne peut exister, elle ne peut avoir de consistance que si elle se manifeste dans et par un corps. Et nous ne pouvons la saisir, la connaître et la comprendre que sous les traits du corps animé. Prêter l'oreille au corps et à ce qu'il communique par les mots, les mouvements, les raideurs, la gestuelle, l'intonation, les sens, les ressentis, etc. parle de notre être, ce qu'il a mémorisé, ce qu'il vit, et met en circuit ou hors circuit dans sa chair, ses entrailles, son cœur. Cette démarche est en réalité rarement spontanée. Notre conception habituelle du corps se rapporte généralement à ses aspects physiologiques, fonctionnels et esthétiques. Pourtant, il est bien plus que cela. Il constitue notre mémoire, la plus profonde et la plus ancienne, communique l'état de notre être, prend à sa charge et évacue ce que notre psychisme ne parvient pas à assimiler. Pour l'analysant, se pencher sur cette dimension subtile du corps apparaît souvent déroutant, voire incongru, et éveille le sentiment d'étrangeté. Toutefois, au temps de la désorientation et de tâtonnement succède un temps de découverte, puis de réinvestissement différent du corps. Donc là, c'est pareil que dans la psyché, au début, on est désorienté, on n'arrive pas trop à se connecter à soi, on tâtonne, on essaye de comprendre, et puis on va découvrir des ressentis. On va découvrir que notre corps réagit, en fait, cette tension-là, ce mal de ventre, voilà, tout ce qu'on peut percevoir par les sens à travers le corps, en fait, ce sont des messages. C'est la psyché qui nous envoie des messages et le corps réagit. Et donc ensuite, une fois qu'on comprend tout ça, on va le réinvestir. Ainsi, la personne découvre combien elle s'établissait dans une coupure corps-esprit, comme deux entités clivées et étrangères l'une à l'autre. Se couper de la réalité subtile du corps conduit souvent à un surinvestissement de l'intellect. La personne se trouve enfermée dans un fonctionnement cérébral qui la met en orbite autour d'elle-même. D'autres repèrent en eux une représentation exclusive ou prédominante de leur corps en tant que mécanique, qu'organe, que fardeau, qu'instrument ou objet. D'autres encore discernent un dégoût, un rejet, des peurs ou bien l'idée d'un corps inexistant ou sans importance. Ce peut être aussi ne le percevoir ou ne le ressentir que par le seul biais de sensations douloureuses, etc. Dans la suite de ces prises de conscience, les horizons de l'écoute s'élargissent. Les sensations, les émotions, l'ensemble des ressentis prennent une autre texture et deviennent source de sens. Se relier à ces éprouvés, sentir ce qu'ils éveillent comme images et perceptions, permet ensuite de les rendre accessibles à notre pensée, à la verbalisation et à la prise de sens. Donc quand on se connecte, vous voyez, quand on est aligné, on parle souvent de cœur, corps et esprit, c'est-à-dire quand on allie l'intellect, les émotions et les sensations du corps, en fait, tout ce que l'on est nous envoie des messages. Et
Et en fait, ces messages, finalement, ça va être en fait disons que ça va être l'expérience vécue à un instant T. Quand vous vivez une expérience, vous vous levez le matin, vous partez, vous préparez, imaginons vous partez au travail, vous allez ressentir des choses. Vous allez passer votre journée, que ce soit au travail, à l'école, où vous voulez, ou même un temps de repos, en vacances, etc. Vous allez ressentir des choses. Votre corps va vous dire des choses. Et parfois, votre intellect va vous dire, va vous envoyer un message. Vous allez vous dire quelque chose grâce à votre intellect, mais le corps va vous dire autre chose. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut plus écouter, le corps ou l'intellect? Parfois, on a envie de se rassurer par l'intellect, mais le corps nous dit autre chose. Et donc, plus on est connecté à son corps, plus on est connecté à ses sens, et plus on se sert du corps comme un atout pour mieux se connaître, et plus on fait ensuite des choix qui nous correspondent. Puisque une fois qu'on apprend à mieux se connaître, on sait ce qui est bon pour nous ou pas. On sait là où on doit aller ou pas. Et on fait des choix qui sont plus alignés, quoi. Alors, je continue. Des ressentis pleins de sens. Une illustration peut en être donnée à partir de l'expérimentation. Pour Iris et Mélodie de la position allongée en psychanalyse. Invitée et encouragée à porter son écoute sur ses ressentis corporels, Iris réalise de plus en plus consciemment une réaction réflexe, de resserrement de tout son corps, dès son installation en position allongée sur le divan. La perception plus affinée de cet éprouvé corporel favorise alors une détente du corps qui s'accompagne d'une plus grande liberté de pensée. L'écoute de ces sensations, des images internes et le déroulement des associations d'idées font peu à peu émerger, au fil de sa psychanalyse, des représentations d'enfermement, d'emprisonnement, d'absence de liberté, de mouvement, de captivité. C'est à partir de cette période qu'Iris entre en résonance avec l'héritage de la lignée des femmes de sa famille et du pacte inconscient de servitude à une figure masculine tyrannique, transmis de mère en fille. Ces éléments, jusqu'alors impensables et inabordables, ont ainsi pu devenir accessibles à la pensée et au travail psychique grâce à ce détour par le corps et à ce qu'il communiquait en deçà des mots et de la pensée. Le vécu de resserrement renvoyait à une position ancestrale d'asservissement. S'allonger revenait pour elle, comme dans le sens argotique du terme, à parler, à révéler. Par la voix de son corps, Iris a pu ainsi se ressaisir d'enjeux agissant à son insu et les rendre accessibles à un travail de transformation psychique. Mélodie, de son côté, note que s'allonger sur le divan s'accompagne d'un besoin impératif de garder les yeux fermés et de ne les rouvrir qu'au moment de se lever. Cette communication inconsciente par la voix du corps ouvrira peu à peu sur une compréhension plus profonde de ses fonctionnements, dans lesquels elle se trouvait enfermée. Fermer les yeux sur des aspects pénibles à regarder et mettre en scène son sentiment de solitude depuis toujours, ainsi que celui de ne pas exister en présence de l'autre. Par ailleurs, sentir et écouter se couvrir les yeux éveillés en elle lui a permis de débusquer l'inscription d'une expérience infantile refoulée. Garder les yeux ouverts l'a replongée dans le vécu du regard subjugué par ce qu'il voit, et qui produisait un effet de fascination captatrice. Maintenir les yeux fermés lui évitait de reprendre contact avec ce que son corps avait mémorisé et lui restituait. En mesure d'accueillir désormais cette mémoire ancienne, Mélodie a pu alors expérimenter et intégrer un autre regard. Non plus celui capté par un voir, mais celui qui porte au loin et laisse la pensée libre.
Une troisième illustration peut aider à figurer la dimension parlante du corps. Après une période de vacances, Léa revient en séance. Au moment de s'allonger sur le divan, elle opère un mouvement réflexe du corps vers l'avant. Puis troublée, dit « Mais qu'est-ce que je fais ?» et s'allonge. Le déroulement de ces associations d'idées au cours de sa séance viendra peu à peu à corroborer et éclairer son mouvement surprenant du début de séance. Elle fait pêle-mêle le résumé de la quinzaine passée. Progressivement, elle perçoit combien elle résiste inconsciemment aux changements qui se dessinent dans sa vie en faisant une chose et son contraire. Puis elle ajoute « J'ai l'impression de mettre la charrue avant les bœufs ». De même, vers la fin de sa séance, elle constate l'avoir commencé en faisant référence à un gros rêve dont elle souhaitait parler et finalement avoir parlé d'autre chose. Me revient alors à l'esprit son mouvement incongru au moment de s'allonger. Je lui en fais part. Léa reste silencieuse, comme intriguée, puis me dit « C'est vrai, déjà là, en m'allongeant, je faisais le contraire de ce que j'étais censée faire. » En effet, au lieu de se laisser aller, Léa a lutté en adoptant un mouvement inverse. Sa résistance active mais inconsciente a pu émerger au cours de la séance, grâce au déroulement du fil associatif. Cependant, Léa en a mesuré toute la portée grâce à la prise de conscience de ce que son corps mettait en acte et qui alors a pris corps dans son esprit. L'écoute du corps parlant et le travail psychique sur lequel elle ouvre représentent ainsi des moyens précieux pour nous réapproprier notre personne, en nous ressaisissant de nos parts ignorées, désertées ou perçues comme étranges. Cette réappropriation permet à son tour de nous établir dans une appréciation plus juste de nos facultés et de notre véritable réalité. Alors, le langage des rêves. Prêter attention à ce qui nous meut, à ce qui se joue et se trame en nous, à notre insu, requiert ainsi de nous tourner vers des univers inexplorés et pourtant nôtres. Les communications corporelles en font partie. Les rêves en sont une autre manifestation. Eux aussi apparaissent couramment comme bizarres, saugrenus, obscurs, inquiétants ou angoissants. Ils renvoient à un langage habituellement perçu comme absurde et incompréhensible. Pourtant, la découverte de cette langue étrangère offre une grande richesse d'accès à ce qui œuvre en nous et nous échapper jusque-là. Une réalité propre. Le rêve représente une voie privilégiée, qualifiée par Freud de royale, de mise en contact avec notre personne profonde. Accueillir nos rêves, sentir et écouter ce qu'ils communiquent permet de nous rapprocher de ce qui nous anime inconsciemment, de nous éclairer et de nous ressaisir de parts de nous-mêmes méconnues ou désinvesties. Le rêve exprime généralement une réalité propre au rêveur et à sa manière pointe les hiatus, les impasses ou les confusions dans lesquelles il se trouve. Il traduit par exemple l'existence de conflits internes, de satisfaction inconsciente recherchée, de résistance au changement, etc. Par cet éclairage qu'il apporte, le rêve signifie en même temps les voies possibles de remaniement et de transformation. Par exemple, si dans son scénario, le rêve met en scène une situation incohérente, comme téléphoner à une personne qui se trouve dans la même pièce, il signifie la présence de quelque chose de paradoxal, d'insensé ou d'inadapté sur quoi le rêveur est invité à se pencher. C'est alors l'occasion pour lui de dégager de l'ombre ce quelque chose, facteur d'impasse, de mieux l'identifier et par là même de cheminer vers d'autres modes de fonctionnement. Ainsi, le rêve agit comme un révélateur en même temps qu'il est porteur de sens et messager d'un positionnement autre à envisager.
Une langue à part. Le rêve est profondément sensé. Cependant, son langage, non directement accessible, donne souvent une première impression de charabia ou d'absurdité. De même, la méconnaissance de la langue des rêves mène à des méprises, notamment par un entendement au pied de la lettre. Or, le rêve, avant tout, met en image une pensée, une parole, destinée au rêveur. À cet égard, Lacan le comparait à un rébus. De fait, le rêve figure visuellement une abstraction. C'est pourquoi il est à entendre dans son sens figuré. Par exemple, la présence dans le rêve d'une personne en particulier ne concernera généralement pas cette personne en tant que telle, mais ce qu'elle représente pour le rêveur. Un trait de caractère, un souvenir, un conflit, un désir, etc. Pourquoi cet aspect trompeur ? J'ai utilisé le terme de langue. En apprenant à la connaître, cette langue, d'abord étrangère, nous devient plus familière. La parole exprimée dans le rêve se trouve en effet transformée et déformée par des mécanismes appartenant au registre de l'inconscient. Le rêve comporte ainsi deux contenus. L'un, appelé contenu latent, recèle la version exacte du message du rêve et est transformé sous forme d'un scénario, appelé contenu manifeste, qui met en image et en signe le dit message. La transformation en image de l'idée contenue dans le rêve s'opère par plusieurs mécanismes spécifiques au processus inconscient qui produisent une déformation. Le rêve recourt notamment au processus de condensation. De ce fait, un élément du rêve peut représenter plusieurs aspects, ou à l'inverse, plusieurs éléments peuvent figurer un seul rêve, un seul aspect sous forme disparate. Une ou plusieurs personnes peuvent par exemple exprimer différents traits de la personnalité du rêveur. Le rêve peut également utiliser le processus du déplacement, qui consiste à détacher l'intensité d'une pensée en la représentant sous la forme d'un détail anodin. Par exemple, représenter le cramponnement à un désir infantile par la présence d'une peluche aux côtés du rêveur. La figurabilité ou figuration appartient également au langage du rêve. Ainsi, différents éléments sont utilisés pour traduire en image une abstraction. Un vêtement peut figurer l'enveloppe psychique du rêveur, un animal, sa part instinctuelle ou agressive, un enterrement peut symboliser un renoncement, la nuit, un aspect ténébreux ou une difficulté à identifier, etc. Ces interprétations ne sont citées qu'à titre d'illustration et ne peuvent être considérées comme exclusives de tout autre ou appliquées de façon péremptoire. Seul le rêveur détient les clés de ses rêves et est en mesure de les interpréter avec justesse. La symbolique peut ouvrir des pistes et peut aider à interpréter. Par exemple, l'œuf symbolise la vie embryonnaire, la maison représente souvent la demeure de notre être, mais ne constitue que les grandes lignes d'une grille de lecture. Toutefois, le rêve prend sens essentiellement à partir de ce que la personne ressent, de ce qui lui vient spontanément à l'esprit et du fil associatif qui se déroule au fur et à mesure de l'évocation du rêve. Alors je fais une petite pause, je vous montre le livre qu'on est en train de lire en ce moment. Voilà, donc les dépendances affectives, aimer et être soi-même de la psychanalyste Véronique Berger. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour tous les likes. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent. Alors, je regarde juste. Hop. Voilà. Ok. Ok. On va finir le chapitre. Donc, il reste quelques pages. Mais on va pouvoir le terminer.
Un pont entre conscient et inconscient. Coucou Elvis. L'abord complexe, incongru ou inintelligible, des rêves conduit souvent à les considérer comme insignifiants, stupides, mensongers ou comme l'émanation d'un esprit retors, maléfique ou inquiétant. Or les rêves ne mentent pas et représentent des aides précieuses par la lumière qu'ils portent sur des zones troubles ou d'ombre qui nous entravent. De fait, le rêve constitue un pont entre notre inconscient et notre conscient. Par ce lien, des éléments contenus dans notre inconscient, qui détient des informations bien plus vastes que notre conscience, peuvent accéder au conscient. À sa manière, le rêve participe ainsi à l'équilibre de notre être. En effet, il contribue à la réunification de parts qui nous appartiennent et qui pourtant restent scindées de notre conscience parce que sous le coup de nos mécanismes défensifs, refoulement, déni, évitement, ou parce que jusqu'alors irreprésentables et donc inaccessibles. D'autre part, il signale ce qui agit en nous, à notre insu, et qui obstrue ou restreint notre liberté d'être. Le rêve peut par exemple parler des obstinations qui nous enferment et nous déconnectent de notre réalité présente. Il peut ainsi souligner l'existence de richesses en nous, inexploitées, et nous inviter à nous en saisir. Un rêve d'Antoine illustre ces aspects. Depuis quelques mois, Antoine et Annabelle ont fait l'acquisition d'une maison. Mais Antoine ne parvient pas à l'investir vraiment comme sienne, et s'y sent à l'étroit. Une nuit, il fait le rêve suivant. Je suis dans la maison. Je me sens enfermée et morose. Par la fenêtre, je ne vois que le mur d'en face qui ferme la vue. Puis du monde arrive. Nous recevons de la famille. Nous sommes attablés dans le jardin. Ma tante est assise à côté de moi et je me plains des inconvénients de la vie urbaine, du bruit, du manque de nature, de la petitesse du jardin et du manque de dégagement. Ma tante me fait remarquer que nous habitons un endroit agréable et très calme. Elle me laisse entendre que je ne prête pas suffisamment attention à ce qui m'entoure. À partir de ce moment du rêve, c'est comme si je sortais du groupe. Je suis dans le jardin, j'écoute. L'endroit est en effet calme, j'en suis étonnée parce que ça ne correspond pas à ce que je pensais. Je regarde autour de moi et il me vient une certitude, le jardin est en réalité plus grand. Il existe une autre partie que je ne connais pas. Ce que je réalise là m'apparaît comme une vérité que j'aurais toujours su et à laquelle je n'avais jamais pensé. En regardant de plus près, je trouve un petit passage qui mène en effet à une partie bien plus vaste. C'est un très grand terrain verdoyant, avec, sur la droite, 2 ou 3 grands arbres majestueux et au loin des champs. Je suis heureux et ému que tout cela m'appartienne. Ma vision de la vie et de ma vie se transforme complètement. Je me dirige vers les grands arbres qui m'attirent. Je ne sais plus si je m'assois sous l'un d'eux ou si je grimpe dedans. L'analyse de ce rêve s'est avérée très riche. Rapidement, Antoine perçoit que la première partie de son rêve dépeint son état intérieur, rongé par l'insatisfaction et la plainte. Je crois que la maison, c'est moi, ou plutôt ce dans quoi je suis enfermée et qui m'empêche de vivre vraiment et simplement ma vie d'aujourd'hui. Dans quoi êtes-vous enfermé ? Dans ce qui ne me plaît pas, dans ce que je n'ai pas, dans ce dont je me plains, comme dans le rêve avec ma tante. Pourquoi votre tante ? Je ne sais pas. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui j'aime parler. C'est une personne profondément bonne, pleine de finesse et de sagesse. C'est comme si, dans mon rêve, elle représentait la voix de la sagesse qui me dit de mieux prêter l'oreille à ce qui est. Je me demande si ce n'est pas vous aussi, et mon travail ici en analyse. Ici aussi, je déverse toutes mes plaintes et vous m'invitez à être plus en contact avec ce qui se passe en moi.
Antoine réalise alors que le changement qui s'opère dans son rêve s'effectue à partir de sa mise en contact avec ce qui l'entoure. Il note que les sens sont d'ailleurs très présents dans son rêve. Le goût, ils sont à table, la vue, l'ouïe, le toucher, prendre contact et être ému, touché, l'odorat, qu'il repère avec la sensation de respirer, d'air. Ainsi, par l'éveil des sens, un sens nouveau advient. Cette mise en contact lui permet en effet d'identifier des méprises entre ce qui est et ce qu'il pensait être. Le bruit environnant, l'étroitesse du jardin, le manque de dégagement et de nature. Le rêve traduit combien Antoine restait enfermé dans la plainte et dans une vision étriquée de sa vie. Muré dans ses insatisfactions et ses attentes incomblables, figuré dans le rêve par ne voir que le mur d'en face qui ferme la vue, Antoine demeurait sourd et aveugle à une réalité profonde. La vie ne se réduit pas à l'étroitesse des plaintes et des attentes vaines, mais recèle une dimension bien plus vaste, riche et vivante. Cette vérité, Antoine l'avait toujours su, mais ne s'en était pas encore saisi. Il note que le rêve lui signifie d'oser, d'ôter ses œillères, et de sortir des représentations erronées qui faussent son jugement et coupent la réalité. C'est grâce à ce repositionnement dans le rêve que le discernement émerge et qu'il trouve le passage vers des richesses insoupçonnées de sa vie, qu'il recherchait aveuglément, qui étaient là et qu'il n'exploitait pas. Ainsi, l'accueil et l'écoute de son rêve ont permis à Antoine de toucher une vérité dont il s'est ensuite saisi. Ce rêve m'a laissé une sensation très forte de vrai. Avec lui, j'ai ressenti et saisi que la vie n'a rien d'une prison. C'est moi qui me mettais derrière les barreaux. J'ai réalisé que c'est en soi que ça se passe, s'enfermer ou s'ouvrir. D'être en contact avec le vrai me permet de me sentir dans la vie, et non pas à côté. Antoine s'est effectivement ancré dans la réalité. Il est de plein pied dans sa vie présente, et non plus en suspens dans une attente permanente. De son ancrage et de sa transformation, il est également question de son être, de son rêve, figuré sous les traits de grands arbres majestueux. L'arbre, symbole de la vie, d'enracinement, de verticalité ou d'élévation et d'unité entre les différents mondes souterrains, terrestres et aériens. Venez imager ce vers quoi Antoine se dirigeait. Du rêve au cauchemar. La portée éclairante et secourable des rêves, par-delà les apparences trompeuses, existe également dans les cauchemars. Généralement, ils produisent une aversion et l'impérieuse nécessité de s'en dégager au plus vite. Or, du point de vue psychanalytique, les cauchemars, bien qu'effrayants ou facteurs d'un malaise profond, recèlent une dimension pleinement positive. La part angoissante, qui transforme le rêve en cauchemar, tient généralement à la confrontation à un aspect hautement anxiogène et jusqu'alors réprimé, nié ou évité. Le rêveur se trouve en quelque sorte pris entre deux feux. D'un côté, le rapprochement avec une prise de conscience qui génère peur et agitation, de l'autre, les impasses auxquelles le déni, le refoulement et l'évitement le conduisent. Mais c'est précisément grâce à cette rencontre avec ce que le rêveur cherche à éviter qu'un changement peut advenir. Accepter de s'y affronter, après un premier temps de répulsion et de malaise, permet d'atteindre une réalité ignorée qui ouvre sur de nouveaux horizons et de s'en saisir. Un rêve de Jeanne témoigne de ce processus. Arrivant à l'une de ces séances dans un état de trouble et d'agitation, elle me fait part d'un retour d'angoisse survenu quelques jours auparavant. Bien qu'elle pratique l'équitation depuis de nombreuses années, elle s'est récemment sentie envahie par une peur irraisonnée de ne plus pouvoir contrôler son cheval au galop, décrit comme « trop dans l'émotion ». Elle évoque ses craintes de débordement,
parle ensuite d'amis d'enfance avec qui elle a renoué dernièrement et finalement me raconte un cauchemar. J'étais prise par mon travail, je n'arrivais pas à me libérer alors que c'était l'enterrement de ma mère. Quand je sors du bureau, l'enterrement est passé. Je décide d'emprunter le chemin que le convoi funéraire a pris pour essayer de m'imprégner des lieux que ma mère a traversés dans son dernier parcours. Mais au fur et à mesure, je me rends compte qu'en n'ayant pas été présente, je ne pourrai pas m'approprier ce que j'ai raté. Je sens que cette quête me condamne à rester comme une âme en peine. Au fil de ces associations d'idées, où s'entrecroisent la reprise de contact avec ses amis d'enfance, ses craintes de perdre contrôle et son rêve, Jeanne perçoit l'existence d'un élément en commun. Elle ressent que toutes ces situations la ramènent à l'impérieuse nécessité de ne pas se laisser aller. J'évite toujours de me laisser aller parce que j'ai peur de ne plus rien maîtriser et d'être complètement débordée par les émotions. Je les renferme toujours. J'ai le sentiment très fort que si je les laisse sortir, je serai éperdue. Déjà fillette, je faisais tout pour les réprimer. À l'école, il y avait quelques enfants handicapés, des petits trisomiques et une petite fille atteinte de poliomyélite, qui portait le même prénom que moi. Ils exprimaient leurs émotions de façon très impulsive. Ça m'effrayait et j'avais peur de devenir comme eux. Depuis toute jeune, j'ai eu le sentiment de ne pas vivre une vie normale, comme celle des autres enfants. Je pensais être anormale et j'avais peur que ça se voie. Jeanne relie avec son investissement marqué pour l'intellect, une sorte de valeur sûre dans laquelle elle s'est beaucoup réfugiée. Privilégier l'intellect lui permettait de garder ses émotions à distance et attester de son intelligence. C'était ainsi le moyen de se prémunir contre l'anormalité tant redoutée. Jeanne ajoute « J'ai conscience de m'être, depuis longtemps, barricadée dans le cérébral ». Peu à peu défilent des associations autour d'un état d'enfermement. Enfermer ses émotions, mais aussi être enfermée dans sa tête, être prise dans sa tête. Jeanne sent alors quelque chose de comparable dans son rêve. Être prise par son travail, qui lui prend la tête et dont elle ne parvient pas à se dégager. Lui vient dans la foulée une seconde évidence. C'est l'enterrement de ma mère. Pourtant, le rêve n'exprime aucun sentiment, aucune peine. La seule chose que je ressens, c'est d'être contrainte par mon travail dans lequel je suis enfermée et qui m'empêche de me rendre à l'enterrement de ma mère. Ça me rappelle un film où à la suite d'expériences médicales, un homme devient très intelligent et finalement se rend compte qu'il a perdu son humanité. Il décide d'abandonner ses expériences et de redevenir un homme simple pour retrouver son cœur et ses émotions. Ce film m'a beaucoup touchée. Je me suis identifiée à cet homme. Jeanne pleure. Elle sent que, barricadée dans le cérébral, elle perd le contact avec son cœur et ses émotions, avec son humanité. Ainsi saisit-elle que fonctionner en circuit fermé dans sa tête la préserve de ressentis pénibles, mais la coupe de parts vivantes et précieuses. C'est en effet ce que son rêve lui révèle. Rester barricadée dans son travail figure sa tentative d'évitement du deuil de sa mère ainsi que des sentiments et émotions que le deuil implique. Mais comme le rêve l'indique, cet évitement fonctionne tel une illusion et son coût est élevé. Rien ne peut être assimilé, dépassé ni évacué. N'étant pas présente à la perte et aux ressentis qui en découlent, elle ne peut se les approprier, mais reste en deçà, en courant derrière quelque chose qui n'est plus, et en dehors du monde vivant, telle une âme en peine. Être confronté à la nécessité de lâcher ses défenses, surinvestissement de son intellect, d'accepter la perte et d'accueillir son monde émotionnel et affectif a produit chez Jeanne, durant son sommeil, le sentiment de vivre un cauchemar. C'est en effet ce contre quoi elle luttait depuis longtemps.
Recourir dans son jeune âge à ces fonctionnements lui a permis de ne pas sombrer et de rester en vie. Ce passé n'est plus, mais le système défensif de Jeanne a perduré. De protecteur, il est devenu inhibiteur et handicapant. C'est ce que Jeanne vit également dans son rêve, sous forme de cauchemar. Toutefois, il importait de dépasser le sentiment premier d'horreur, produit par le rêve, pour l'accueillir, l'explorer et accéder à sa dimension bienveillante et salutaire. L'écoute du rêve a notamment permis à Jeanne d'éclairer une zone d'ombre. L'existence d'une profonde méprise dans sa représentation des émotions. Jeanne réalise combien elle associait indifféremment émotion et pulsion, ainsi que la connotation exclusivement négative qu'elle attribuait au monde émotionnel. Pour la première fois, elle saisit que l'émotion ne se résume pas à la gamme variée des peurs, terreur, frayeur, épouvante, mais comprend des émois bien plus vastes, notamment ceux découlant de la joie, de la gaieté, de l'exaltation. Que son cheval soit dans l'émotion, comme un professionnel le lui avait récemment affirmé, devient soudainement entendable et positivement recevable. Les velléités de galoper de l'animal ne se rapportaient donc pas fatalement à un emballement provoqué par la peur, mais pouvaient aussi exprimer son enthousiasme. Pour la première fois, Jeanne, bouleversée, laisse ruisseler ses larmes de joie. Alors il reste ce paragraphe et on a terminé la lecture pour ce soir. Le chemin de la psychanalyse constitue une voie d'accès à une réalité plus vraie et plus vivante de notre vie présente. S'y engager soulève dans toute son acuité la question du « j'y vais pas ». Donner droit de cité à notre désir d'exister et à être plus vivant, c'est décider d'y aller. C'est aussi accepter de se confronter à l'inquiétante étrangeté que cela soulève. Mais ce n'est pas que cela. Par cette étrange aventure, nous découvrons en fin de compte du familier, en retrouvant peu à peu, en particulier par l'écoute du langage du corps et des rêves, les voix de notre intimité profonde. C'est reprendre contact avec nous-mêmes, se ressaisir de notre être et nous acheminer vers une plus grande liberté. Donc on a fini le chapitre. Voilà, donc la lecture pour ce soir est terminée. Alors je vous remontre, donc c'était le chapitre 8, à la découverte d'une terre nouvelle et étrangement familière, le chemin de l'analyse. Voilà, donc on a pu voir tous les avantages en fait d'être dans l'introspection, d'apprendre à se connaître, de s'écouter, écouter ses pensées, ses émotions, le corps, d'écouter ses rêves, ses cauchemars aussi. Finalement, au-delà dans l'introspection et la reconnexion à soi, on a beaucoup d'indices à travers qui l'on est, à travers nos sens, ce que l'on voit, ce que l'on pense, voilà comment notre corps réagit et du coup ça nous permet d'avoir des messages. Les émotions sont des messages, les rêves, comme on l'a vu, les cauchemars, etc. Ce sont des messages vers des besoins, vers des peurs, des choses bloquantes, mais il faut les écouter pour pouvoir comprendre, digérer l'information et ensuite trouver une autre voie en fait, trouver ce qui peut répondre à ses peurs, à ses besoins, etc. Donc voilà, tout ça on l'a vu et on voit bien que le chemin de la psychanalyse, ça permet de se connecter à soi, à notre réalité profonde, de se libérer
d'expériences passées douloureuses, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a souffert, pourquoi est-ce qu'on reproduit certains schémas. Et en fait, ça permet vraiment de couper avec cette espèce de boucle psycho-émotionnelle qui peut être aussi en fait hyper handicapante, puisque du coup on est amené à reproduire toujours les mêmes choses sans comprendre pourquoi. Et donc là, l'idée c'est vraiment d'aller comprendre tout ce qui se passe pour ensuite s'en détacher aussi, quoi. Voilà, donc là on a du coup lu le chapitre 8. Coucou Alassane. Oui, alors j'ai lu tout le livre. Il reste que le chapitre 9. Vous avez les replays des lectures sur ma chaîne YouTube. Voilà, les replays des lectures. Donc c'est les replays des lives en fait. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça permet aussi d'encourager mon travail. Donc n'hésitez pas. Voilà, le chapitre 9, donc vers une liberté vraie. Donc on lira ça alors peut-être demain. Voilà, donc le dernier chapitre. Ensuite on aura la conclusion. Et voilà. Alors, sachez que je ne sais pas si... Alors attendez, je regarde les commentaires. De rien Afid et coucou, avec grand plaisir. Alors, sachez que je ne sais... Alors, en fait, moi, je fais de la lecture de livres de développement personnel. On en a lu déjà plein. Mais après ce livre, je ne sais pas si je vais continuer. Parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais eu des notifs TikTok voilà, qui disaient qu'ils restreignaient le live, etc. Là, j'en ai pas eu, mais voilà, je risque de devoir arrêter les lectures. Bon, on pourra quand même continuer les lives, on parlera de livres, on pourra parler... donc moi, je suis coach aussi, donc je pourrais peut-être aussi vous faire monter en live. Voilà, vous pouvez venir partager avec nous vos pensées sur des livres, sur ce que vous voulez. Mais voilà, on risque d'arrêter malheureusement les lectures après ce livre-là. Voilà, donc... Super, merci. Oui, alors on a lu quasiment tout ça. Alors je vous les montre. Donc on a Influence et manipulation. Celui-là on l'a pas lu. Alors on a les livres de Lise Bourbeau, Comment se faire des amis, Les 4 accords Toltec, Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Christophe André. On a lu les livres de Joe Dispenza, Deep Work, voilà. Donc on en a lu plein, voilà. Mais en fait, pour tout vous dire, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer pour des questions aussi de droit d'auteur, donc voilà, malheureusement. Mais je vais quand même continuer les lives sous un format différent. Effectivement, oui, comme tu dis, Alassane, après... alors, je ne sais pas si je ferai des podcasts sur Spotify, mais l'idée, c'est de faire des vidéos sur YouTube de développement personnel que vous pourrez écouter. Voilà. Donc, ouais, c'est bien dommage. Mais voilà, on va quand même continuer les lives. Je vous lirai si vous voulez des extraits de livres. On les regardera ensemble. Voilà, je pourrais aussi vous faire monter en live et pour des séances rapides d'introspection, de coaching, si vous voulez, on pourra faire des choses comme ça. Donc voilà. J'aurais aimé continuer, mais bon. Hop. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé la lecture de ce soir. Donc normalement, alors je pense que demain, on va continuer la lecture. On fera
sûrement une lecture de 20h à 21h. Voilà, et donc on lira le chapitre 9. Je sais pas si on le lira en entier, mais en tout cas, l'idée c'est de continuer demain la lecture et de le terminer. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je regarde tous vos commentaires. Donc voilà, et donc n'hésitez pas, voilà, je vous ai parlé de ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver tous ces livres sur mon lien en bio. Donc vous pouvez aller cliquer sur mon lien et vous allez, alors pour toutes les personnes qui sont intéressées, alors pour toutes les femmes plutôt, qui sont intéressées par les coachings, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel découverte. Où en fait je vous explique, donc vous me partagez en fait vos souhaits, vos problématiques, vos besoins. On en échange, moi je vous explique comment je coach et comment je pourrais vous accompagner. Donc c'est un appel découverte d'environ 15 minutes, on peut faire un peu plus évidemment s'il y a besoin. Et ensuite du coup donc on fait des séances de coaching. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et sinon, vous avez donc toutes mes recommandations de livres de développement personnel. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on a lu. Il y en a d'autres qu'on n'a pas lu, mais que je vous recommande quand même. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, écoutez, on va clôturer le live sur ça. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à aller liker les vidéos. Et évidemment, elles sont là pour que vous puissiez écouter les replays. Hein. Voilà. Donc je vais vous souhaiter, Daria Orafara, merci d'avoir été encore présente. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Donc on terminera le livre peut-être, alors sur les 2-3 prochains lives, on le terminera. Et voilà, comme je vous ai dit, normalement, ce sera le dernier livre. Malheureusement, ça fait plus d'1 an qu'on fait de la lecture. Presque 1 an et demi, hein, donc ça fait un peu bizarre d'arrêter les lectures. Mais bon, c'est comme ça, on va tester d'autres choses ensemble. On va quand même continuer les lives. Et on parlera quand même de développement personnel, mais sous une autre forme. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez quand même vous abonner. Et je vous ferai aussi monter en live. Voilà. Pourquoi ? Parce que pour des questions de droit d'auteur, en fait. Voilà. En fait, comme je lis les livres en entier, que j'enregistre les replays, etc., je pense qu'il me faut une autorisation et donc, voilà, que j'ai pas demandé. Mais bon, en même temps, je fais de la promotion gratos de livres, donc voilà. On peut voir ça comme ça aussi, mais bon. Donc malheureusement, voilà, les lectures, on va devoir arrêter les lectures. C'est bien triste, mais je pourrais vous lire quand même des extraits de temps en temps, si vous voulez. Et on va quand même terminer ce livre et vous l'aurez en entier sur ma chaîne. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Passez une très bonne nuit. Et écoutez, j'éteins le live alors. Bonne soirée et à demain. Et merci encore. Merci Afid, bonne soirée.